Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue sur votre nouvelle émission La Chaise. La Chaise, c'est une émission qui passera sur la chaîne YouTube du média en ligne Le Volcan News. Et pour ce premier numéro sur La Chaise, nous recevons Maître Djuminziali. Maître Djuminziali, à qui nous disons bonjour. Bonjour Philippe, merci beaucoup. Maître Djuminziali, c'est l'honneur pour nous, pour ce premier numéro, de vous recevoir dans cette émission. Aujourd'hui, nous parlons de la gestion de la province par les gouverneurs Carly Nzanzu Kasivita. Il y a quelques jours, vous avez fait le buzz sur les réseaux sociaux, Maître Djuminziali, parlant du bâtiment qui va abriter le gouvernorat de Provence. Dites-nous, qu'est-ce qui fâche dans tout ça, Maître Djuminziali? Je voudrais d'abord vous dire merci Philippe pour l'invitation et surtout pour l'honneur que vous nous accordez d'être le tout premier invité de cette émission. Nous en resterons reconnaissants. Alors, le bâtiment qui va bientôt, si le marché conclut finalement entre la province et le propriétaire, qui va abriter donc le nouveau gouvernorat, se trouve juste à côté de la baie des Gels. Alors, pourquoi nous avons dénoncé une sorte d'irresponsabilité de la part du gouverneur dans la prise de cette décision? Parce qu'en fait, il vous souviendra que depuis plusieurs années, la province du Nord Kivu est restée locatrice, s'il faut le dire. Depuis la période d'avant même Julien Paluku, À Kanyamwanga, Sorefouli, jusqu'à Julien Paluku, jusqu'à aujourd'hui, la province est restée locatrice ces derniers temps, c'est sur le bâtiment musée appartenant à la famille Mobutu jusqu'il y a peu, avant que cette concession soit achetée par les opérateurs économiques, dont M. Vanni et M. Lévy. Alors, pour l'instant, le gouvernorat est locataire de M. Vanni et de M. Lévy. Au niveau du musée. musée. Au niveau du musée, à hauteur de 25 000 $ selon nos informations le mois. Et il se peut qu'il y a peu, pour la période depuis laquelle les deux sont devenus propriétaires ou copropriétaires du musée, le gouverneur a dû payer une somme, ou bien aurait dû payer une somme de 400 000 $ en termes de location, de loyer. Alors, nous disons ceci. Depuis l'époque de Julien Paluku, il a eu l'idée de donner ou de doter à la province ses propres bâtiments. Au Nous nous gouvernorat, souvenons de cette parcelle, de cette concession au niveau des CSLK, oui. et effectivement, au niveau des CCLK. Et dans cette concession, on devrait, n'est-ce pas, construire le gouvernorat, l'hôtel du gouvernement, ainsi que l'Assemblée provinciale. Il a eu des partenaires dans l'Union européenne qui, malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, n'a pas pu terminer les travaux. Et cette concession est là. Et aujourd'hui, je vais t'informer, M. Philippe, que cette concession s'est vue réduite en termes de mesures. Parce que le gouverneur Donc, si on comprend Kasivita... bien, en vous entendant parler, c'est que cette concession a été vendue à des tierces. Parce que vous dites une concession réduite. Ce n'est pas les mêmes mesures laissées par Julien Paluku Kaongia qu'on peut retrouver aujourd'hui. Effectivement, parce qu'il y a eu une manœuvre dilatoire qu'on essaie de justifier par le fait qu'il y aurait des autochtones qui sont en train de revendiquer qu'ils avaient cédé un territoire, un périmètre bien précis, bien limité à Julien Paluku, et que ce dernier était allé au-delà des mesures. Alors le gouverneur Kasivita, avec son ministre des Affaires foncières et tous ses agents, ils prétendent avoir cédé ou bien ramené les autochtones dans leurs droits. Et nous apprenons des sources sûres que cette affaire est une manœuvre dilatoire juste pour se taper aussi quelques parcelles sur la concession. D'où, après que le gouverneur Kasivita ait cédé une partie de cette concession à ceux qu'ils appellent autochtones, lui-même aurait acquis une portion de terre là-bas, une parcelle,
Ils peuvent le nier, le cacher, parce qu'ils savent que peut-être nous aurons du mal à tomber sur les documents, Oui, mais nous avons des informations sûres, c'est important. Lui-même a reçu. Le président de l'Assemblée provinciale aurait également reçu. Le vice-président de l'Assemblée provinciale aurait également reçu une parcelle. Les membres de la commission infrastructure de l'Assemblée provinciale auraient reçu en termes de contrepartie pour sur avoir la concession qui devait abriter sur le la gouvernorat. concession qui devrait abriter et le gouvernorat et le gouvernement provincial, y compris leur assemblée provinciale. Alors vous voyez donc la cacophonie dans laquelle la province est gérée, où on peut même sacrifier sa propre terre pour s'accaparer d'une petite parcelle. Et puis après, vendre au tiers, parce qu'on va vous informer aujourd'hui que des particuliers ont déjà acheté, il y en a même ceux qui commencent à ériger des bâtiments sur la concession. La même chose s'est passée au niveau du musée. Les informations à notre possession dénotent que monsieur le gouverneur du Nord Kivu s'était transformé en même temps, se serait transformé en même temps en commissionnaire pour l'achat et la vente du musée. Et donc, il aurait reçu, en dehors d'une petite parcelle vers le fin fond, sur le lac, au musée, une autre parcelle. Il aurait reçu cette parcelle. Et en même temps, la somme ou la caution revenant de droit au commissionnaire. On nous parle même de $500 000 de caution. Revenons sur la question. Alors, on revient sur la question. Oui, je voulais revenir juste parce qu'on voit aujourd'hui si ces bâtiments qu'on prétend que le gouverneur doit acheter à crédit, n'est-ce pas, à payer à crédit, qui se value au moins à $25 millions. Nous avons une concession au niveau des CCLK. On se pose une question. Pourquoi ne pas construire CCLK et aller prendre un bâtiment, voulais-je dire, à crédit à $25 millions? C'est ce que nous appelons de l'irresponsabilité de la part de monsieur le gouverneur, de tout son gouvernement et ses collaborateurs. Tenez, je vais vous informer, monsieur Philippe, que la concession de CCLK demandait il y a peu $3 500 000 environ pour voir tous ces bâtiments montés et être même équipés et commencer à servir la province, les trois institutions. Alors, monsieur le gouverneur des provinces est incapable de prendre une dette ou un crédit, même à la banque, de $3 500 000 pour achever les travaux de sa propre parcelle, de sa propre concession, mais il veut se permettre d'aller prendre un crédit de $25 millions, un crédit à payer à 10 ans, et alors que vous savez très bien que lorsqu'on demande au gouverneur pourquoi vous êtes incapable de payer vos agents, pourquoi vous êtes incapable de mieux traiter les agents du gouvernorat, les agents du gouvernement provincial, les agents de toutes les institutions liées à la province, OBLCD, GRNK, pourquoi vous êtes incapable de mieux les traiter? Il dit souvent, voilà, la province n'a pas de rétrocession, voilà, l'ancien régime m'a laissé beaucoup de dettes. Mais alors, vous voulez vous-même déjà laisser une dette à ceux qui vont vous succéder? Mais c'est irresponsable. Alors nous disons en même temps, Philippe, savez-vous que la concession de musée aurait été achetée par Vani à $5 millions et la province était incapable de trouver $5 millions. Pensez-vous que la province vraiment avait cet argent à ce moment où ce musée était en vente? Effectivement, la province a dit qu'elle n'a pas trouvé cet argent-là, 5 millions. Mais subitement, la province va trouver 25 millions. Mais si on pouvait trouver 25 millions à 10 ans, comment est-ce qu'on peut expliquer qu'en 5 ans, on ne pouvait pas être en mesure de trouver 5 millions? Tout ça pour vous, ça dénote de quoi, Maître Jimmy Nziali? De l'affairisme. De l'affairisme. Donc, parce que quand il s'agit... À la tête de la province, il y a un gouverneur affairiste. Effectivement, ça se prouve noir si blanc. Parce qu'il est anormal, inadmissible, incompréhensible qu'un gouverneur sérieux, excusez-moi les termes, responsable, voulais-je dire, puisse préférer prendre une dette de 25 millions, même si c'est payable en autant d'années, alors que facilement, il peut chercher 3 millions. Déjà, la DGRNK par mois génère 1 500 000, près de $2 millions chaque mois. Mais pourquoi il ne peut pas se dire, cette année, nous prenons 3-4 mois où on va sacrifier beaucoup d'autres projets pour ne fût-ce qu'ériger, construire le gouvernorat à l'hôtel du gouvernement, et il peut le faire. Il faut signaler aussi que l'Assemblée provinciale est encore locatrice. Mais oui, aussi. C'est ça que je dis.
Comment il veut, lui, aller en ville dans un bâtiment qui va abriter uniquement les ministres et le gouverneur et quelques petits services? Ça sera d'ailleurs insuffisant. Il n'y a même pas de parking suffisant. La route sera tout le temps emprunté par des embouteillages parce que c'est vraiment sur la principale à cause des visiteurs qui viennent là-bas. Et même la sécurité des institutions là-bas n'est pas garantie, d'autant plus que à chaque seconde, il y aura là-bas des manifestations, ceux qui revendiquent, ceux qui marchent, ceux qui manifestent, ils viendront toujours là-bas chaque jour et ça va embrayer la quiétude dans la ville. Alors nous disons, qu'est-ce qui motive Monsieur le gouverneur de ne pas prendre conscience et de ne pas se dire non, je crois qu'au lieu de prendre une dette de 25 millions, je peux chercher des ressources, 3 millions de dollars pour construire nos propres bâtiments à CCLK et des bâtiments modernes. Il a été dit en même temps que lorsque Vanni et Lévy achètent le musée, ils auraient proposé à M. Kasivita de le laisser une année là-bas, mais entre-temps, eux, ils vont prêter au gouvernorat 3 500 000 dollars. Ils vont construire des beaux et jolis bâtiments à CCLK pour le gouvernorat, pour l'Assemblée provinciale et pour l'auteur du gouvernement. En déjà une année, une dette remboursable, effectivement, mais de 3 millions. Il a refusé? Je ne sais pas ce qui s'est passé pour qu'aujourd'hui, cette histoire n'ait pas réussi, mais que c'est l'histoire de 15 ou 25 millions qui passe. Alors, on se pas. demande une question. Nous avons une assemblée provinciale avec des députés qui sont pour et qui sont des contrepoids pour Carly Nzanzu Kasivita. Pourquoi c'est seulement Maître Jimmy Nziali qui dénonce et que nous avons des députés qui doivent aussi dénoncer? Et il y a certaines personnes qui disent que c'est un conflit entre Jimmy Nziali et son ancien collègue dans le parti Birek, bien sûr, Carly Nzanzu Kasivita. Est-ce que c'est une haine contre Carly pour être toujours dans les affaires de Carly pour dénoncer? Vous avez encore dénoncé, on se rappelle avec la résidence du notable Kanya Kimouatasi, on s'est dit... Le stade Sotraki... On s'est dit la haine. Est-ce que c'est la haine de Maître Jimmy Nziali? Lorsque nous avons dénoncé l'affaire de la résidence du notable Kanya, est-ce que c'était de la haine? Est-ce que c'est une histoire montée? C'est une histoire vraie. Mais on a dit que c'est monté, Maître Jimmy. Mais le gouverneur s'est prononcé, il dit qu'il continue à protéger, il fait tout, donc c'est une histoire vraie, fondée. Le gouverneur Feller a proposé même de l'argent à Kanya. Il a proposé même une portion de terre sur cette concession-là à Kanya. Le vieux a refusé parce qu'il veut protéger le bien de l'État. Lorsque nous avions dénoncé, bien sûr, après l'honorable Furuguta, la situation du stade Sotraki, mais le gouverneur Carly Nzanzu Kasivita ici, là, mais il a envoyé son ministre provincial des Affaires foncières faire un point de presse pour démentir tout ce que nous avions donné comme dénonciation. Le ministre provincial a bel et bien informé l'opinion. Mais nous avons vu dès lundi le ministre qui dit autre chose. Et le mardi, ils ont dit autre chose. C'est pour vous dire qu'il n'y a pas d'acharnement. Parce que lorsque nous, on a dénoncé, et également l'honorable Hibert également, le gouverneur a envoyé son ministre. Et qu'est-ce que le ministre a dit? Que non, ce terrain désormais appartient à un officier militaire qui aurait remporté un procès. La même manœuvre au lendemain, lorsqu'il y a des manifestations, que le gouverneur va contredire, que le ministre lui-même va contredire. Et comme si cela ne suffisait pas, on va tomber sur la correspondance dénommée pré-protocole, dans laquelle le conseiller juridique de monsieur le gouverneur de province aurait signé, il a été comme représentant du gouverneur. Il a été révoqué. Il a été révoqué, c'est une très bonne chose, nous avons salué. Mais nous espérons qu'il n'a pas été révoqué comme victime politique et que vraiment il était dans le mafia. Pensez-vous qu'il faisait des choses derrière le dos de Carly Nzanzu Kasivita? Je ne sais pas, c'est lui-même Carly qui sait. Moi je suis politique, je sais que pour protéger mon frotté et mon honneur, des fois il y a des collaborateurs qui peuvent tomber. Alors, est-ce que c'est ce cas-là? Je ne veux pas confirmer. Est-ce que le gouverneur a révoqué son conseiller pour protéger son honneur? Parce que nous avions déjà démasqué la carte. Est-ce que le conseiller juridique y allait vraiment de son propre gré comme mafiateur? Nous ne savons pas. Mais au moins, nous avons vu qu'il y a eu des sanctions. C'est déjà une bonne chose. Alors, aujourd'hui, nous parlons de la maison, là, de la résidence de M. Lévy. Et on nous dit que ça risque d'être un acharnement. Est-ce que nous sommes en train de monter ça de toutes pièces? Mais pourquoi Jimmy Nziali et non pas les députés? Non. Tenez, Philippe, nous sommes tous citoyens. En fait, les députés, c'est vrai, ce sont nos représentants.
Mais cela ne nous empêche pas le droit, ou ne nous ôte pas, en tant que citoyens congolais, le droit de continuer à défendre nos droits, de continuer à dénoncer le mal. Nous avons ce qu'on appelle des devoirs patriotiques, des devoirs civiques vis-à-vis de notre pays. C'est pourquoi, dans cet esprit patriotique, civique, en tant que citoyens positifs de ce pays, nous dénonçons toujours. Est-ce que c'est un conflit du fait que je ne suis plus au Burek, du fait que Vous n'êtes pas au pouvoir? je ne suis pas au pouvoir? Je crois que l'un des deux, quand on est au pouvoir, c'est vrai, c'est difficile de dénoncer, même si je le faisais quelques fois, mais pas avec beaucoup de... Et c'est tout à fait normal, c'est la logique du pouvoir. Mais aujourd'hui, j'ai repris mon indépendance d'esprit. Je suis en droit de donner ma vie à la nation dans l'objectivité. Nous sommes en politique. Nous sommes en politique. J'ai la liberté de dire ce que je pense, de dénoncer le mal pour aider monsieur le gouverneur et son gouvernement provincial de faire mieux. Aujourd'hui, il a pris des bonnes décisions par rapport à Sotraki. Nous avons applaudi. Parce que peut-être s'il n'y avait pas eu de dénonciation, il ne pouvait pas en arriver là et protéger cette concession. Et donc, ce n'est pas une question d'acharnement, c'est juste un souci patriotique de vouloir amener l'autorité à prendre des bonnes décisions pour l'intérêt de la province. Je ne suis pas du genre... Merci Maître Jimmy. Voilà. Je rappelle que vous suivez l'émission Sur la chaise. Sur la chaise est une émission YouTube sur le média en ligne, le volcan.net. Et aujourd'hui, nous sommes en train de recevoir Maître Jimmy Nziali. Vous savez, comme moi, que la province du Nord Kivu fait face à des conflits fonciers. Aujourd'hui, nous avons un gouverneur avec tout ce que vous venez d'énumérer, avec, n'est-ce pas, ces terrains-là des CCLK, comme l'a laissé Julien Paluku Kaongia. Ce n'est pas de même mesure. Quelle est la capacité de Carlin Zanzuka Sivita de gérer les conflits fonciers, qu'a bien lui-même, à vous entendre parler, et trempé dans certains dossiers? Vous savez, d'abord, je vais aussi rappeler qu'en dehors de nos dénonciations par rapport à cette manœuvre dilatoire, il y a quand même l'honorable Promesse Matofali, c'est un député provincial qui a aussi dénoncé officiellement, en tant que député, j'ai lu dans les réseaux sociaux, il a saisi l'Assemblée provinciale. Parce qu'en fait, ce qu'il faut dire avant de répondre à ta question, c'est que même pour le gouverneur de province, il n'a pas la liberté de prendre un engagement du genre une dette de 25 millions de dollars sans l'aval de l'Assemblée provinciale. Mais qu'est-ce que je crains? Connaissant l'aspect technicien du gouverneur, il est en mesure de prendre l'encre, de faire une cabale avec monsieur le président de l'Assemblée provinciale et son bureau, et faire en sorte que le président et son bureau, au nom de l'Assemblée, n'est-ce pas, lui donnent l'aval de prendre ce bâtiment en crédit, parce que s'il soumet peut-être la question au vote à l'Assemblée, elle risque d'être bloquée. Mais nous disons que ces genres de cabales se font souvent lors des vacances parlementaires. Et donc, on risque d'attendre que les vacances aient lieu. Lorsque les députés seront en vacances, le gouverneur va présenter une sorte d'urgence au bureau et le bureau va valider. Mais nous disons en même temps qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Mais le peuple est là. Et 2023 va bientôt arriver. Mais également, je mets en garde. Nous sommes en train de mettre en garde l'Assemblée provinciale. Au cas où cette question revenait là-bas, parce que nous allons saisir l'Assemblée provinciale officiellement dès quelques jours, dès quelques matinées ici. Et donc, au cas où les députés provinciaux, au nom d'une certaine majorité parlementaire, alors que nous, on les a votés pour aller sécuriser et nos biens et nos droits, si au nom d'une certaine majorité parlementaire autour du gouverneur, on fait passer cette irresponsable de décision, alors nous allons seulement leur dire merci et nous allons les attendre. 2023, c'est pas loin. Alors, la question c'était... Avec tout ce qui se passe, oui, est-ce que le gouverneur sera capable de gérer les conflits fonciers? Non, cause aussi d'insécurité, comme vous le savez. Ouais, je crois que le gouverneur de province, en général, c'est pas il n'est pas nul. Vous vous souviendrez que j'ai été son conseiller, j'ai été expert en son ministère pendant près de 3-4 ans. Donc j'ai travaillé avec lui. C'est un garçon intelligent, Kassivita. Et je crois tout simplement qu'il se fait mal entourer. C'est pourquoi il devient presque inutile à la province. Il a un gouvernement de fainéants. Dans ce gouvernement, vous ne pouvez voir peut-être que le ministre Kamoua qui essaie de se battre, le ministre de l'énergie, Ruyange. On essaie de voir que
au moins ceux-là semblent être des ministres. Quelques ministres. Mais les 8 autres là, ils font quoi? Ils sont dans quoi finalement? Les commissaires généraux, bien, bon, on essaie de voir Malinga se battre, on essaie de voir un peu l'autre vieux là des affaires coutumiers, ça et là dans les gestions des problèmes coutumiers. Bon, un tout petit peu celui de l'entrepreneuriat avec beaucoup de discours, hein, mais sans rien de concret. Mais on essaie de voir. Mais le gouvernement proprement dit, les ministres là, mais c'est nul, il n'y a rien. Alors, le gouverneur Kasivita fut un bon ministre des Affaires foncières. Il a résolu beaucoup de conflits fonciers dans la conciliation. Il a régulé beaucoup de situations. Il a même amélioré certaines manières de travail. Il a même inventé ou créé la numérisation du titre foncier, du cadastre foncier, ici en province. Une expérience inédite en RDC, pendant qu'à Kinshasa, on bouffait l'argent de la République dans ce sens sans rien faire. Mais lui, au niveau de la province, en tant que ministre, avec Julien Paluku, ils ont su faire ça. Donc, le gouverneur Kasivita était à la hauteur. Mais j'ai comme l'impression que depuis qu'il est gouverneur, il se peut qu'il est devenu une autre personne et qu'il aurait maintenant d'autres conseillers, d'autres collaborateurs qui cherchent à changer sa nature. Vous ne l'avez pas connu comme ça? Non, je ne l'ai jamais connu comme ça. Kasivita n'a jamais été incompétent comme il s'affiche aujourd'hui. Il n'a jamais été insouciant des conditions sociales des agents comme il l'affiche, une sorte d'ignorance comme aujourd'hui. Kasivita a toujours été un gouverneur, un ministre, même dans le cabinet, qui fait tout pour que nous, les agents de son cabinet, de son ministère, soyons dans des conditions un tout petit peu aisées. Donc pour dire depuis qu'il est gouverneur, l'entourage a changé Kasivita. Mais je vais vous donner une illustration. Le Kasivita que moi, Jimmy Nziali, je connais en tant que ministre, ne peut pas permettre ou accepter que son conseiller touche $350. Le Kasivita gouverneur actuel paye son conseiller $350. Mais la province est en crise, ça il faut signaler. Je vais vous expliquer. Le Kasivita gouverneur actuel ne pouvait pas hier, ministre, accepter qu'un conseiller de ministre touche $250. Cette époque, vous touchiez combien? $1,156. Aujourd'hui, 350. 250, le conseiller. Qu'est-ce qui explique le tout ça? DIRCAB du ministre touchait $1,380. Aujourd'hui, $350 comme le conseiller du gouverneur. Alors, l'expert que j'étais, qui touchait $800 à un certain moment, aujourd'hui, Julien aussi nous a laissé à 400, mais aujourd'hui, ils sont à $150, un expert au ministère. Tu le vois en veste, tu dis expert au ministère, mais il a $150. Toi, tu les dépasses de loin dans la société. Alors, aujourd'hui, vous dites que la province a des difficultés. C'est une mauvaise foi ou bien la province est en difficulté? C'est une très mauvaise foi. C'est une nouvelle nature négative de M. Kasivita qu'il s'est érigé depuis qu'il est gouverneur. Pourquoi je dis que c'est une mauvaise foi? Parce que les ressources ne manquent pas. Lorsque Julien Paluku est gouverneur ici au Nord Kivu, les recettes locales de la province ne dépensaient pas $700,000. C'était toujours entre 500, 600, $700,000 et presque 800,000 lorsqu'on a vraiment eu des recettes à la DGRNK. L'unique fois que Julien Paluku a atteint $1 million, mais il a tenu un grand point de presse, vous êtes journaliste, au niveau du musée pour annoncer la bonne nouvelle. C'était après les M23 et c'était l'unique fois. Après, on est redescendu en 700, $600,000. À l'époque, effectivement, il recevait encore la rétrocession. Mais je vais vous informer, Philippe, que la rétrocession de Julien Paluku était uniforme. $600,000 le mois. Et donc, lorsque vous prenez les $600,000 de la rétrocession, les $600,000 ou $700,000 de la DGRNK, il était autour $1,300,000 à $1,200,000 régulièrement qu'il gérait. Et avec ces $1,200,000, nous, on touchait $1,156. Les conseillers touchaient $1,380. Aujourd'hui, avec Kasivita, avant que vous n'alliez ailleurs, il n'a pas de rétrocession régulièrement, et même quand ça vient, c'est $250, c'est $300,000, c'est insuffisant. Mais avec sa propre DGRNK, grâce à l'activisme de ses agents, de son ministre des Finances peut-être, il atteint le minimum par mois $1,500,000. L'effectif de la province n'a pas augmenté parce qu'il avait annulé les arrêtés de M. Feller qui avait augmenté l'effectif des agents. Il a annulé ça et ces agents n'existent plus, ils ne sont pas payés. Et donc l'effectif est resté le même. Il a en tout, sans même la rétrocession, $1,500,000, 600, même $1,800,000. Alors, comment il va nous expliquer que c'est à cause de la rétrocession, que c'est à cause de la baisse des recettes, qu'il est incapable de mieux payer les agents? Tenez, un chef des cendres de la DGRNK qui est censé générer des recettes,
il est payé moins de 300 $. Maître Chef de centre, vous voyez comme la ville de oui, Goma. Maître C'est Djiminzali, très important, j'ai conclu par là. Vous allons- voyez pas la ville de Goma, Butembo, Beni et même les territoires. Un chef de centre qui doit générer est payé moins de 300 000 $. Moins de 300 $. Mais vous attendez de lui les recettes de 200 000 par mois. Mais les agents là de la DGRNK, de l'OBLC qui sont censés lutter contre la fraude, la corruption, mais ils sont sous-payés. Et vous voulez qu'ils maximisent, qu'ils mettent la main sur des corrompus et des corrupteurs. Non, le gouverneur Kassivita doit changer sa manière de faire. Oui, Maître Djiminzali, entre un peu dans les couloirs. Hein. Ça va? Vous n'êtes plus à Birek. Vous serez en train de répondre brièvement. Dites-nous, est-ce que nous sommes dans les couloirs, hein? Juste vous et moi. Maître Djiminzali. Avec nos oui, ils sont en train de nous suivre. Nous disons ceci. Est-ce que le choix de Carline Zanzou Kassivita pour succéder à Julien Paluku Kahongya avait fait l'unanimité au sein de votre parti? Ou bien, d'une manière tacite, ces choix avaient déchiré Birek? Philippe, je ne suis plus au Birek, Philippe. Non, à cette époque, vous étiez encore chez Birek. Il y a des questions où il ne faut pas trop... Tu sais, je respecte beaucoup mon maître. Julien Paluku demeure mon maître. Ah, donc, bon, une autre question. Je respecte son choix. Julien Paluku Kahongya avait fait un mauvais choix? Je crois qu'il doit être déçu. Même aujourd'hui, s'il ne peut pas le dire. Il ne peut pas le dire parce que c'est un grand. Julien Paluku, aujourd'hui, il est dans les top 5 des grands politiciens de ce pays, des grands leaders politiques du pays. Mais je crois qu'attend que son fils, politiquement parlant, son disciple, même si on a du mal à dire des vérités à nos leaders, moi, je reconnais que Julien Paluku pensait faire un bon choix. Y compris moi-même, j'étais conscient que ça faisait partie des bons choix. Parce qu'on dirait qu'on avait deux choix. Le professeur Anselme Kitakia et l'honorable Carline Zanzou. On pense qu'il était... Mais au sein du bureau, quand même, Carline Zanzou était une nouvelle figure. Il était au PPRD, il est venu. C'est tout à fait normal, même si on ne le dit pas, que ça crée des frustrations. Mais au moins, du point de vue compétences, on était sûr qu'il méritait quand même. On était sûr qu'il avait des compétences parce qu'on l'avait déjà vu. Ministre, Carline Zanzou, on ne va pas le dire aujourd'hui, il fut l'un des meilleurs ministres du gouvernement Julien Paluku. Donc ça, c'est une évidence. Et donc, vu de ces expériences-là, même s'il était nouveau au parti et que ça brisait beaucoup de camarades, on était quand même conscient et surtout, on savait que c'était un animal politique. Kassivita, c'est un animal politique. Déjà, se faire adopter comme candidat du Burek tout en venant nouvellement, c'est que c'est un animal politique. Et donc, oui, malheureusement, il nous a, moi, déçus, parce qu'il est devenu on va revenir. Est-ce qu'il a déçu celui qu'il avait choisi? Je voulais poser cette question. Maître Djiminzali, qu'est-ce que vous avez contre le gouverneur Carline Zanzou Kassivita? Il y a certaines indiscrétions qui pensent que Djiminzali n'est pas d'accord toujours avec Carly parce qu'il n'a pas été aligné. Il était parmi les non-alignés, alors que Djiminzali s'est croyé travailler avec Carline Zanzou Kassivita, mais il a été mis à côté. Est-ce que c'est ce qui prouve ce que les gens appellent haine contre Carline Zanzou Kassivita? Bon, je vais être honnête, comme d'habitude, même si c'est une question piège. Je vais être honnête. En fait, nous sommes en politique et nous avons des ambitions. Moi, je ne suis pas comme les amis qui ont des bikwae. Ah non, les amis bikwae. Ils seront aussi invités sur la chaise. Moi, j'ai pris mes responsabilités. Effectivement, j'avais des ambitions qui n'ont pas été satisfaites. C'est retrouvé dans le gouvernement Carline Zanzou Pas Kassivita. nécessairement, mais j'avais des ambitions. Lui, il est conscient, il sait que je sollicitais un poste, ce qui est de mon droit. D'ailleurs, je n'ai pas l'habitude de solliciter des postes au Burek. Toutes les fois que j'ai été nommé conseiller ou expert, je n'ai jamais sollicité un poste à Julien Paluku. Notre maître sait utiliser qui il veut, quand il veut, et il m'utilisait comme ça. Et je savais que Julien Paluku m'utilisera. Mais un jour, on a fait une matinée politique avec le gouverneur. Et il nous a encouragés. Il a encouragé tout le monde. Il dit, nous sommes en politique. Si vous avez une ambition particulière, je ne suis pas Dieu ou un ange pour savoir que vous avez cette ambition. Ne manquez pas de me le dire, de me l'écrire, pour que je sache que vous voulez aussi aller de l'avant à tel niveau. Mais Carly vous a déçu. Alors j'ai pris le courage de le partager aussi, mon ambition en solo. Et il le savait. Mais bon, j'ai démissionné pas à cause de ça. C'est maintenant la réalité. C'est vrai que ça n'a pas été respecté, mais j'avais démissionné bien avant que ça. OK? Parce que j'ai démissionné pourquoi?
tout en étant au Burek, j'ai commencé à réfléchir ma propre carrière politique en solo, en me disant, tout en servant mon parti, comment je peux aussi me forger, parce qu'il n'est pas facile d'être porte-parole de la majorité ou d'un parti au pouvoir au Nord Kivu et espérer un jour avoir de l'avenir politique si les leaders ne se souviennent pas de toi. Parce que des fois, la population ici, elle n'aime pas les gens qui sont au pouvoir. Alors, j'ai créé la Génération Positive avec d'autres amis pour essayer d'avoir un autre espace où je peux exprimer le vrai Jimmy Nziali, pas le Jimmy Nziali nécessairement porte-parole d'une mouvance politique. Alors, lorsque j'ai créé ce mouvement-là, j'étais toujours au parti. Ça n'a pas plu à certains leaders du parti. Alors, ils m'ont demandé de faire un choix entre la génération positive... Vous avez démissionné, on se entre rappelle. la génération positive et rester au parti. Soit je reste au parti, soit je pars avec la génération positive. Et moi, j'ai pris le choix de rester avec la génération positive. J'ai pris mes responsabilités, j'ai démissionné de mes fonctions au gouvernement parce que c'était les fonctions du Burek et j'ai démissionné de mes fonctions et de ma qualité de membre du Burek. Où est le problème? Donc, ma démission n'a pas été motivée par le fait de ne m'avoir pas donné une fonction, comme il le dit souvent à toutes les personnes qu'il reçoit. Merci, Maître Jimmy Nziali. Vous répondez seulement par oui ou non pour cette question. Vous avez une haine contre Carline Nzanzu Kasivita, oui ou non? Non, je l'aime bien. C'est non. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de notre émission sur la chaise. Aujourd'hui, on recevait Maître Jimmy Nziali. Avec lui, on parlait de la gestion de cette province par le gouverneur Carline Nzanzu Kasivita. Prenez rendez-vous sur notre chaîne YouTube. Sur la chaîne, c'est votre mission. Et le volcanews.net, c'est votre média en ligne. Ciao.